Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre spiritualité et entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu as souvent des élans de motivation pour intégrer des rituels, des pratiques ou des activités à ton quotidien ou à ta semaine? Et est-ce que tu remarques que après cet élan, petit à petit, la motivation s'étiole et cette pratique personnelle que tu mets en place tend à disparaître, voire à disparaître complètement? Alors aujourd'hui, j'aborde un nouveau sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est ta pratique personnelle. C'est un sujet qui revient souvent dans les accompagnements que je fais, mais aussi dans les formations, puisque je forme des guides de yoga qui doivent avoir une pratique personnelle. On va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est aussi un sujet qui me touche personnellement parce que forcément, je suis régulièrement confrontée à des doutes ou en tout cas à des réajustements par rapport à ma sadhana, puisque je suis sur un chemin vraiment d'exploration spirituelle et de yoga. On va aussi en parler un petit peu plus loin. Et régulièrement, sur mon cheminement personnel et spirituel, je suis amenée à donc modifier cette pratique, à observer comment elle fluctue aussi au fil des phases de ma vie. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, tu vas découvrir que c'est une pratique personnelle, ce qui fait qu'une pratique personnelle t'accompagne au lieu de t'alourdir ou de te charger mentalement, les qualités qu'il va falloir que tu nourrisses pour cette pratique personnelle et aussi les 8 conseils pour mettre en place, maintenir et faire évoluer cette pratique. Donc que tu sois thérapeute, guide de yoga, artiste, en fait, cet épisode te concerne et peut te parler puisque la pratique personnelle peut prendre vraiment des formes multiples selon tes croyances, tes besoins et surtout tes pratiques en dehors. Donc, si tu le peux, prends de quoi noter parce que, outre les conseils que je vais te partager, je vais aussi venir te questionner et te poser des questions pour clarifier tes motivations, tes besoins et ta pratique personnelle. Donc, tu vas peut-être vouloir prendre des notes tout au long de cet épisode. C'est un vaste sujet vraiment et cet épisode vient avec l'intention uniquement de te donner des pistes de réflexion et peut-être aussi de questionnement et des choses que tu peux partager aussi avec ton entourage par rapport à ta pratique personnelle. Il n'est pas du tout exhaustif, c'est juste, entre guillemets, un épisode de podcast. Mais en tout cas, j'ai voulu le plus complet possible sur le thème de mettre en place sa sadhana, mais surtout de la maintenir. Le thème de l'épisode m'est venu lorsque j'étais au Bichot à Paris, ce séminaire d'entrepreneuses, et que j'ai rencontré une professeure de yoga qui est en Belgique en fait et qui était dans le questionnement comment faire pour maintenir ma pratique, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un sujet qui est très compliqué pour moi. Comment toi tu fais pour maintenir ta pratique? Et on va voir au fil de l'épisode en fait un peu les réponses que je lui ai données, qui sont aussi les réponses que je vous partage encore une fois en formation, en accompagnement. Avant de débuter cet épisode, pense aussi à t'abonner à ce podcast, que ce soit sur YouTube ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Toi, ça te permet d'être informé dès que je sors un nouvel épisode, tous les jeudis et parfois aussi les mardis. Je vais reprendre des diffusions à partir de janvier, le mardi en plus du jeudi. Mais ça me permet aussi à moi de gagner en visibilité. Et surtout, n'hésite pas à le partager avec des personnes qui en auraient besoin ou que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup pour ton soutien. Je vais partager avec toi mes conseils vraiment sur la mise en place de cette pratique personnelle et sur son maintien. Mais avant, j'aimerais explorer avec toi ce que c'est une pratique personnelle. Donc, ta pratique personnelle, en fait, c'est un temps que tu vas dédier quotidiennement ou de façon hebdomadaire, parfois même mensuellement, à des exercices, des rituels ou des activités qui font partie de ta pratique. Donc, cette pratique personnelle, elle va te permettre de digérer une formation ou une technique, par exemple, que tu as reçue. C'est pour ça que le temps avant, pendant, mais aussi après une formation est très important, parce que tu repars souvent avec beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, et il faut le temps, par exemple pour les formations Yin Yoga, pour pratiquer, digérer, incarner, étudier tout ce qui a été reçu pendant la formation et pouvoir à ton tour le transmettre et l'incarner sur le tapis. Ça va te permettre également de rester connecté à la transmission de tes guides, tes professeurs ou les personnes qui t'inspirent. Puisque en pratiquant régulièrement avec leurs techniques, avec leurs insights, petit à petit, tu gardes ce lien et tu le nourris. Ça évite qu'il y ait cette sensation parfois d'approcher quelqu'un qui t'inspire ou un de tes guides pendant une certaine période et puis dès que la période est terminée, hop, ça s'éloigne et il faut revenir. En fait, il faut maintenir ce lien entre les deux. C'est important pour toi et pour ton activité. Cette pratique personnelle, elle va aussi te permettre de progresser sur ton parcours créatif, spirituel ou même technique. Par exemple, dans le cadre d'une activité artisanale comme la sculpture sur bois, en fait, de répéter le même mouvement. Ou si tu es musicienne, c'est aussi dans ta pratique personnelle que tu vas confronter certains passages peut-être de morceaux qui sont un peu difficiles, que tu vas pouvoir aussi pratiquer des morceaux qui te font plaisir. Moi, je me rappelle lorsque je jouais du piano pendant des heures par jour.
Dans ma pratique personnelle, il y avait les exercices que me donnait bien évidemment mon professeur, mais il y avait aussi ce temps où je me faisais plaisir à rejouer certains morceaux ou certains passages de morceaux qui me portent, qui me nourrissent en fait. Et puis parfois approfondir certaines techniques, à jouer des partitions qui n'étaient pas de mon professeur pour aller voir d'autres choses. Ça va aussi te permettre de construire et de poser un cadre à tes journées ou tes semaines dans lesquelles tu vas pouvoir t'observer et ajuster ce qui doit l'être. Donc cette pratique personnelle, elle peut être de dessiner tous les jours si tu es artiste ou que tu as une âme d'artiste. Ça peut être de méditer si tu as une pratique de méditation. Ça peut être d'avoir une sadhana, on va le voir plus en détail, si tu es sur un chemin yogique. Donc toutes ces pratiques personnelles, elles sont vraiment importantes et elles sont vraiment, j'ai envie de dire, personnelles. On va le voir un petit peu plus loin, mais chaque pratique que tu vas mettre en place, en fait, doit être à ton image et le reflet de quelque chose qui te fait vibrer. Elle est tout le temps au service de ton activité, de ton cheminement, et donc des personnes que tu vas croiser aussi sur ces chemins-là. Donc c'est impensable si tu es thérapeute, par exemple, de ne pas avoir un mentor ou une supervision dans le domaine thérapeutique que tu transmets et que tu suis, avec lequel tu accompagnes. En général, les bons thérapeutes ont eux-mêmes une supervision par un mentor sur leur domaine thérapeutique, ce qui leur permet d'évoluer, ce qui leur permet d'être observés, mais aussi parfois de poser leurs questions. Si tu es professeur ou guide de yoga, c'est impensable pour toi de ne pas pratiquer et d'avoir une pratique personnelle, mais à côté de ça, d'aller demander aux pratiquantes et aux pratiquants qui viennent à ta rencontre de faire des choses que tu ne fais pas toi-même. L'exemple que je donne toujours, parce que c'est souvent le plus flagrant, si tu es guide de yin yoga, ça va être assez compliqué de demander à tes élèves de rester 6 à 8 minutes dans une posture si régulièrement tu n'en fais pas toi-même l'expérience. Et comme j'aime à le rappeler, si tu réfléchis bien, les personnes auprès desquelles tu t'es formé ou celles auprès desquelles tu pratiques, c'est des personnes, tu sais qu'elles pratiquent elles-mêmes en fait ce qu'elles disent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas du mental, elles ne vont pas te réciter des choses à partir de la tête, à partir de l'ego, mais elles vont te le raconter à partir de leur expérience, que ce soit la pratique personnelle, les personnes qu'elles ont rencontrées sur leur chemin, que ce soit les pratiquants ou les guides, mais aussi dans la pratique professionnelle. Je me vois mal, moi par exemple, sur un atelier de yin yoga ou de yoga nidra ou de yoga de la voix avec quelqu'un qui ne pratique pas en dehors. Et les fois où ça m'est arrivé, les rares fois, ça se ressent tout de suite parce que la personne parle pas du cœur ou du corps, elle parle de la tête, donc elle récite. Et c'est quelque chose qui est très mécanique. Donc ça va pas aller dans la profondeur du yoga. Donc là, c'est 2 exemples avec les thérapeutes et les yogas, mais ta pratique personnelle, elle vient vraiment te soutenir. Les artisans, par exemple, répètent les mêmes gestes encore et encore toute la journée. Et lorsqu'elles créent des objets, lorsqu'elles composent un morceau de musique, c'est des personnes qui ont en fait cette pratique personnelle qui les soutient et qui va nourrir cette création et leur créativité. Elles se sont pas assises d'un seul coup le matin après le café en disant tiens aujourd'hui je vais créer ça et elles sont parties dessus. Souvent il y a tout un temps d'exploration, de tests, d'observation, de vécu et c'est ce qu'on ressent d'ailleurs quand on regarde les œuvres, quand on regarde les morceaux, quand on regarde les objets qui sont créés à la main. On sent en fait qu'il y a eu toute une recherche autour, qu'il y a eu tout un vécu et c'est ce qui donne cette qualité à l'objet ou au morceau de musique qu'on écoute. Donc pour revenir sur le chemin yogique, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à être guide de yoga dans l'audience, et c'est un peu logique puisque moi-même, je suis guide de yoga. La sadhana, qu'est-ce que ça veut dire? La sadhana, c'est une pratique, c'est un cheminement spirituel. C'est l'exécution, la réalisation, l'accomplissement, l'acquisition, l'obtention. Donc, il y a vraiment cette notion dans la sadhana d'un effort et d'une autodiscipline, en fait, pour atteindre un objectif ou en tout cas cheminer vers quelque chose. Sachant que dans le yoga, j'ai toujours remarqué que souvent, on voulait cheminer vers quelque chose et que finalement, ce quelque chose ne devient pas... c'est-à-dire que ça va changer. C'est le cheminement qui va compter. Et il y a souvent cette phrase qui revient, que j'ai souvent rigolant à mes élèves en disant vous allez me prendre pour un maître Yoda ou autre, mais en fait, c'est pas la destination qui compte, c'est vraiment le chemin. Parce qu'on va souvent cheminer vers et en cours de route, on va se rendre compte que ce vers quoi on cheminait n'a pas d'importance, mais tout le chemin qu'on a fait, lui, nous a nourris et nous amène dans une autre direction. Et ça, c'est valable aussi bien en yoga, mais aussi en entrepreneuriat, en artiste. J'ai des artistes autour de moi de plus en plus et c'est quelque chose qui me fait vibrer. Je me sens vraiment, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir ces personnes autour de moi parce que je me rends bien compte combien, en fait,
elles sont pas toujours sur l'objectif, rarement, ou elles ont juste une idée, mais c'est dans le cheminement qu'elles vont trouver comment véhiculer cette idée, comment lui donner vie, comment la modeler. Et c'est ça qui est magnifique, encore une fois. Une sadhana, c'est ça. Comment tu te modèles au fur et à mesure sur ton chemin spirituel. Qu'est-ce que tu rencontres qui, tiens, te met le doute ou te fait poser une question, ou tu vas faire d'autres recherches qui vont t'amener vers autre chose. Et cette sadhana, en fait, elle est aussi présente... si tu as étudié les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un livre contemporain, certes, mais qui permet d'avoir une cartographie dans la pratique du yoga, surtout dans la lignée de l'Ashtanga Yoga. Moi, je l'ai surtout étudié, en fait, dans cette lignée que moi j'ai pour avoir un cadre, justement, et pour ouvrir à quelque chose de différent, parce qu'on a étudié aussi la Bhagavad Gita. Mais en tout cas, dans le deuxième chapitre des Yoga Sutras de Patanjali, qui s'appelle justement Sadhana Pada, va parler de la voie de la réalisation, et plus particulièrement des moyens à mettre en œuvre pour créer une condition favorable au processus de transformation. Donc sadhana, ça peut d'ailleurs être traduit par stratégie d'un point de vue militaire, et c'est vrai que c'est un petit peu ça, parce que dans cette partie des Yoga Sutras, il va vraiment aborder les obstacles qu'on peut rencontrer, mais ensuite tout ce qui va nous aider, les yamas, les niyamas, en fait les 5 premières parties des 8 membres du yoga selon lui. Donc et c'est vraiment quelque chose qui est recommandé, en fait. Donc, si jamais l'étude de ce texte t'intéresse, tu peux trouver la traduction française que moi je recommande dans mon e-book gratuit de recommandations. Je vais te mettre le lien dans le descriptif, comme ça tu pourras aller le télécharger, puisque dedans il y a aussi d'autres recommandations intéressantes que je te donne sur des livres, des podcasts, des vidéos à voir sur le yoga, mais aussi sur la pratique spirituelle. Et c'est aussi ce qu'on met en place dans l'accompagnement expansion que j'ai lancé, que j'ai officialisé en septembre, parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que j'accompagne des personnes individuellement, mais comme souvent, c'était des personnes que je connaissais, ça se faisait par le bouche à oreille. Et aujourd'hui, je l'ouvre vraiment avec toute la formation de coaching que j'ai fait, mais aussi tout le yoga et l'entrepreneuriat, en fait, de vous accompagner, vous, guides de yoga et thérapeutes, dans la mise en place aussi bien technique, avec des sessions en ligne, des formations, mais spirituelles aussi dans votre pratique personnelle, justement, de comment consolider cette base-là, en fait, parce que tout va en découler. Donc là où je souhaite en venir avec cette introduction un petit peu pour te placer le contexte de la pratique personnelle et de la sadhana, c'est que ta pratique personnelle va prendre la forme de qui tu es. Elle va prendre la forme de tes pratiques. Elle va prendre la forme aussi du temps que tu peux lui accorder de façon réaliste. Donc les premières questions que j'aimerais te poser à la fin de cette première partie dans le podcast, c'est pourquoi tu veux pratiquer ? Comment tu souhaites pratiquer ? C'est-à-dire en termes de durée, en termes de matériel, c'est-à-dire de durée que tu vas lui accorder, mais de régularité aussi, comment ça va revenir pour toi. Et au regard de ces 2 questions-là, en fait, quelle priorité tu définis pour cette pratique personnelle. Et il n'y a pas de jugement à avoir, réellement pas. Au départ, moi, je sais que j'avais une grande motivation quand j'ai découvert la pratique du yoga en 2006. Et c'était un moment de ma vie où j'avais vraiment besoin de quelque chose qui me cadre. Et en fait, je me suis tournée vers les postures, vers les asanas. Et ma pratique, c'était 25 minutes tous les jours. Parce que j'en avais besoin. Et après, au fil du temps, elle a bien évidemment évolué. On va en parler pendant l'épisode. C'est pas aujourd'hui 25 minutes par jour de posture. Loin de là. Mais à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin. J'avais décidé que j'avais besoin juste d'un tapis. J'avais besoin d'un écran, parce que je pratiquais en ligne à l'époque déjà. Et j'avais besoin de ma motivation. Et c'est tout. Et une tenue confortable, donc mon plus grand pyjama, mon jogging le plus large possible, quelque chose qui me permette d'être en mouvement. Et j'avais priorisé cette pratique, et je savais que c'était tous les jours en rentrant du travail que je la faisais. Le week-end, j'essayais de la faire le matin, parce que j'adore pratiquer le matin. Donc voilà, ces 3 questions. Pourquoi, comment et la priorité que tu donnes à ta pratique. Il faut savoir que quand tu vas vouloir mettre une pratique personnelle en place, il va y avoir des barrières qui vont se mettre en place. Quand j'ai échangé avec cette personne, donc qui est guide de yoga en Belgique, elle me faisait part donc qu'elle avait un boulot à temps plein, elle avait sa transmission du yoga qui était sa 2e activité, sa vie de famille et des ateliers aussi de cercle de femmes qu'elle animait régulièrement. Donc elle avait déjà un temps déjà très chargé. Et puis elle voulait avoir une vie personnelle, comme nous tous et toutes. Et en fait, elle s'est rendue compte que elle n'arrivait pas à pratiquer. Il n'y avait plus de temps pour sa pratique. Et elle me dit, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Parce que moi, j'ai pas le temps de pratiquer, j'ai pas le temps de dérouler mon tapis. Et en fait, je lui ai répondu ce que je réponds souvent. Ta pratique n'est pas dépendante des postures et du tapis de yoga. Ta pratique n'est pas dépendante des postures, des asanas,
et de ton tapis de yoga. Et quand tu es créatif, c'est pareil. Et quand tu es thérapeute, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour expérimenter vraiment les techniques qui te sont transmises et que tu transmets. Donc, ça peut être une fois par semaine, par exemple. Mais il y a aussi un temps pour aller plus loin pour toi. Je donne souvent cet exemple-là, mais pour moi, c'est parce que c'est un des plus récents et un des plus marquants. Quand ma fille est née, les mois qui ont suivi la naissance de ma fille, avant d'accoucher, je me suis dit, c'est nickel, 3 mois après l'accouchement, c'est bon, je reprends ma pratique posturale, 4 mois après, je reprends mon enseignement, tout va rouler sur des roulettes, tout va reprendre le cours normal des choses. Si tu es maman, tu dois être en train de rigoler, tu as le droit. Et en fait, je me suis rendu compte, après la naissance de ma fille, que je pouvais plus pratiquer comme avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma pratique, ça a été de respirer pendant que j'allaitais ma fille. Ça a duré 20-25 minutes, parfois 30. Parfois, elle s'endormait dans mes bras, c'était plus long. Et donc, je rajoutais dans ce cas-là de regarder des petites vidéos sur mon téléphone avec mon casque, de maîtres que je suivais ou de choses que j'avais envie d'apprendre. Mais ce temps-là, en fait, j'étais bien évidemment présente avec elle, mais je respirais. C'est-à-dire que je la regardais, je prenais soin d'elle, mais je respirais. C'est-à-dire que je respirais en conscience en même temps que j'allaitais. Et c'était ma pratique de yoga, plusieurs fois par jour du coup. Et en cumulant, ça faisait une certaine durée de pratique quand même, mais c'était mon moment de ressourcement. Voilà, pendant les premiers mois de ma fille, ma pratique a été de respirer en conscience pendant que je l'allaitais. Et c'est tout à fait juste de pouvoir faire ça. Mais il va y avoir des écueils en fait à cette barrière. Et ce que me disait très bien cette personne, c'est que il y a un moment où les journées sont pas extensibles. Comment on fait? Et je lui ai expliqué, respirer, c'est déjà une pratique en soi. Marcher en conscience, c'est une pratique en soi. Lire le passage d'un poème ou d'un texte comme les Yoga Sutras et ensuite observer, ressentir et réfléchir, le laisser en fait vivre avec soi pendant la journée, c'est du Svadhyaya, c'est une pratique en soi. Prendre le temps de crayonner quelque chose sur un bout de papier une fois par jour, c'est une pratique en soi. De pas se mettre de limites, de prendre juste un stylo la première fois qu'il vient et de dessiner. Écrire un texte tous les jours. C'est réaliser qu'on a quelque chose à dire. C'est quelqu'un qui est de très sage que je suis en écriture qui a dit ça, mais c'est tellement vrai. En fait, écrire quelque chose, ça veut pas dire que tu as un talent pour écrire un roman. Ça veut juste dire que tu as quelque chose à dire. Et c'est Gaïa qui a dit ça, que je suis en écriture, et c'est très inspirant de pouvoir faire ça. De se dire à un moment, en fait, moi aussi, je suis légitime à poser les choses, et ma pratique, c'est peut-être pendant 15 minutes le matin d'écrire dans un journal, de poser ce que j'ai au matin. C'est une pratique qu'on retrouve aussi dans le livre de Julia Cameron, qui fait les pages du matin. En fait, où l'idée, c'est de remplir 3 pages, de laisser, en fait, tout ce qui vient au mental et à la pensée, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire, de l'écrire. Et ensuite, ces feuilles, de les mettre dans une enveloppe ou ce carnet, de tourner la page et de plus jamais relire ces pages-là. Et en fait, la journée se passe pas pareil. Et donc, les barrières que tu vas pouvoir rencontrer, et je dis tu vas pouvoir parce qu'en fait, elles font partie de cette mise en place de pratique. C'est-à-dire, ça va être des moments de frottement qui vont te convaincre et qui vont vraiment asseoir ta volonté de mettre en place cette pratique personnelle. Donc, il peut y avoir, si la pratique n'est pas comprise. Donc, par exemple, tu peux lâcher prise parce que tu perçois pas les bienfaits et les changements qui devraient s'opérer rapidement ou plus ou moins rapidement dans ce que tu testes. Que ce soit un geste, encore une fois, que ce soit une pratique de yoga, tu as l'impression qu'en fait, tu es à côté de la plaque parce que, en fait, tout n'a pas été compris. Et je suis la première, en fait, à revendiquer l'autonomie le plus rapidement dans la pratique. Si tu pratiques avec moi, tu le sais. Mais en fait, il faut garder en tête que pour être autonome, il faut pouvoir refaire les exercices et les sessions sereinement chez toi. Donc, s'il y a une question, tu recontactes tes guides, ou moi, si c'est le cas, et tu poses tes questions pour clarifier et pouvoir pratiquer de ton côté. Mais ça peut être un écueil, c'est-à-dire qu'on va pratiquer 1 fois, 2 fois, puis au moment on se dit non, mais en fait, ça marche pas, je laisse tomber. Non, pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est mon ego qui est contre ça? Est-ce que c'est moi qui ai pas le temps? Est-ce que c'est la personne qui m'a expliqué les choses et il me manque des points? En fait, je me rends compte là que au contact de la personne et dans l'élan de l'exercice, c'était clair, mais là, une fois rentrée chez moi, quelques jours après, ça allait plus. Hop, je recontacte la personne. On est toujours, quand on est formateur ou dans la transmission, on est toujours heureux de pouvoir reclarifier les choses et de savoir que les personnes, en fait, reçoivent notre transmission et puis s'en servent derrière pour être. Le deuxième point, c'est une motivation trop forte qui va souvent nous pousser à mettre des objectifs un petit peu trop importants, on va dire. On va être un petit peu trop enthousiaste. Et que ce soit en termes de temps pour nos journées ou nos semaines, en termes de pratique en elle-même, c'est-à-dire que par exemple, tu as fait une formation sur une technique et en fait, tu te rends compte qu'au fil de la formation, les exercices sont progressifs. Par exemple, moi, quand j'ai fait Pranayama, la formation Pranayama en 2021,
C'était progressif. En fait, c'était sur 6 mois et en fait, chaque semaine, elle rajoutait un exercice qui était de plus en plus poussé. Peut-être qu'en fait, tu as décidé de reprendre ta pratique personnelle depuis l'exercice le plus avancé, alors qu'il y a un cheminement que tu pourrais refaire dans ta pratique personnelle. Ça peut être aussi en termes de temps. C'est-à-dire que tu t'es dit: «Mais moi, tous les jours, je vais dérouler mon tapis pendant au moins 1 heure et demie». Ce que moi, je me suis dit, par exemple, en rentrant d'une formation avec Chivaré. On pratiquait toute la journée. On pratiquait 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, on était tout le temps sur les tapis. Il y avait très peu de pauses théoriques et en rentrant, je m'étais dit galvanisée, forcément, quand tu pratiques autant pendant 5 à 6 jours, ton corps, il est à fond. Je me suis dit: «Bah, je vais rentrer et pareil, je vais pratiquer 1 heure et demie par jour» et cetera. Parce que j'aime ces pratiques, parce qu'il y a du pranayama, il y a des mantras, il y a des asanas, il y a de tout ce que j'aime, en fait. Et puis, il y a un thème, donc tu es porté par ce thème. Comment tu le sens aujourd'hui? Et en fait, 9 fois sur 10, je suis rentrée. Le premier jour, ça a tenu, le deuxième, et après, mon corps, il m'a dit: «J'ai besoin de me remettre». Et en fait, je me suis rendu compte que sur une formation, pour apprendre quelque chose, avoir une pratique condensée et intense, comme on l'a en yin yoga, c'est OK. Mais dans ta vie de tous les jours, tu ne vas pas pratiquer forcément 1 heure et demie. À moins d'être dans la lignée d'Ashtanga ou de Kundalini, où je sais qu'il y a une règle sur la pratique personnelle à mettre en place. Donc ça va voir avec tes guides. Mais je sais que, voilà, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, le Prana Flow, je le pratique 1 fois par semaine et maintenant même 1 fois par mois, parce que c'est plus ma pratique principale. C'est aussi, parfois, l'équipement nécessaire à la pratique. Alors, on a 2 clans en général, hein. Il y a le clan des personnes qui achètent tout ce qu'il faut dès le début et on a le clan des personnes qui savent pas trop avec quoi démarrer. Moi, j'ai démarré avec un tapis de yoga vraiment, bas prix, on va dire, entrée de gamme. Je l'ai élimé en 1 mois, en fait. Donc, j'avais des petits bouts de tapis un peu partout dans mon salon. Je l'ai roulé, je l'ai jeté. J'ai ensuite acheté un tapis un petit peu plus cher. Il m'a tenu 3-4 ans, je pense, en hatha yoga. Et ensuite, là, j'ai investi vraiment dans un tapis, c'était il y a 13 ans, que j'ai toujours aujourd'hui. Voilà, et j'ai mis un petit peu plus cher, mais au bout de 13 ans, il est toujours là, il a pas bronché, je l'ai emmené en formation, je l'ai emmené en voyage, le truc, il n'a pas bougé. Et je l'ai fait progressivement. Mais voilà, est-ce que tu as tout ce dont tu as besoin pour te lancer? Mais débute avec le strict minimum. Par exemple, si tu fais du trail, j'ai appris récemment, alors je savais en randonnée, bien évidemment, mais en trail, c'est pareil. Si t'as pas les bonnes chaussures, tu peux vraiment te blesser gravement. Donc, investis peut-être déjà dans une bonne paire de chaussures dès le départ, si la randonnée, c'est ta pratique personnelle. Mais peut-être pas dans la chaussure très haut de gamme. Voilà, trouve un intermédiaire. L'ego, c'est le dernier écueil que tu vas souvent rencontrer dans ta pratique personnelle. En fait, que les choses soient claires, je vais pas te dire de tuer ton ego, c'est pas du tout dans ma transmission. Tu as besoin de ton ego. Tu en as besoin, il faut vivre avec. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'ego est au service de ton cheminement, ton ego, c'est-à-dire qu'il est là pour t'accompagner et te permettre de survivre, ou est-ce que tu es au service de ton ego? Et c'est toute la question dans la question spirituelle, mais aussi en thérapie ou quand tu es créatif. C'est est-ce que c'est le mental qui te guide, qui te dit qu'il faudrait faire ça parce que le marché demande ça et parce qu'en ce moment c'est ça qui marche, alors que ton cœur il te dit non, moi j'aimerais bien faire autre chose en fait. Je sens que je veux aller vers autre chose. Ou est-ce que au contraire tu suis ton cœur et tu dis à ton mental, à ton ego, ok, je comprends que là tu vois les trucs du marché, mais moi j'aimerais faire ça. Où est-ce qu'on peut se rencontrer en fait? Ou est-ce que sur ce projet-là tu peux te mettre de côté et me laisser aller à fond dans ce projet et on verra après ce qui se passe. Voilà. Et l'ego, ça peut vraiment être quelque chose qui va aussi parfois te dire si tu veux dérouler ton tapis ou si tu veux partir marcher. Ah là, tu pourrais être tranquille dans ton canapé, juste à chiller, à rien faire. Ça serait quand même plus sympa. Ou qui va te dire ah non mais là tu vas pas t'octroyer ce droit-là. En fait, c'est bon. Bosse sur ta com, rentre de l'argent et après tu pourras pratiquer pour toi parce que c'est quand même un moment de plaisir. Si c'est un moment de plaisir, c'est pas du travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué dans notre culture pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que si on n'est pas en souffrance, ce qui nous fait plaisir est une gratification. Pour avoir une gratification, il faut avoir bossé. Alors qu'en fait, il faut retourner la situation. Tu peux très bien avoir une gratification parce que quand tu vas pratiquer, quand tu vas faire cette randonnée, quand tu vas mettre les pieds dans l'eau quand tu en as besoin, derrière, tu vas abattre beaucoup plus de travail et créer beaucoup plus que dans tout ce moment de résistance où tu vas te dire ah, j'aurais aimé pratiquer mais j'ai pas pu et du coup j'ai fait ma com et du coup je suis pas tout à fait satisfaite de ma com et surtout j'ai pas pratiqué aujourd'hui. Et là il va y avoir cette résistance et ce frottement qui vont être là. Tous ces points que je t'ai nommés là sont des occasions de t'observer, de faire connaissance avec toi et de décider ce que tu ajustes. C'est pas une question d'autoflagellation, c'est pas une question d'autorité de te dire à un moment je dois faire ça comme ça maintenant. Non, c'est vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi, comment je le vis. Peut-être qu'aujourd'hui tu as vraiment envie d'aller dans ton canapé.
Et encore une fois, comme je te le disais, peut-être que ta pratique, ça va être d'abord de t'asseoir dans ton canapé, fermer les yeux 10 minutes, respirer en conscience, faire une méditation au silence. Ou peut-être que avant d'aller dans ton canapé, tu vas prendre ton journal, écrire dedans 5 minutes et ensuite aller dans ton canapé. Il n'y a pas de jugement, mais fais-le en conscience. C'est ce qui est très important. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était une pratique personnelle, maintenant qu'on a vu les écueils que tu peux rencontrer au début, donc maintenant tu es préparé, tu sais ce qui peut se passer, comment la mettre en place? En fait, ta sadhana, ta pratique personnelle, c'est un point de repère. Il va t'ancrer parce qu'il est quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu sais que ce temps va arriver, tu sais que ce temps existe, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, tu sais qu'à un moment, il va arriver. Et donc, c'est un point d'ancrage, en fait. Et d'un point d'ancrage à un autre, en fait, il y a ce fil qui va se tisser pour observer, pour voir ce qui se passe. Donc, ce sont des moments dédiés, c'est vraiment des points de rencontre avec ta pratique, mais aussi, ça peut être des points de rencontre avec ton groupe de pratiquants ou tes amis qui ont la même activité que toi ou le même hobby que toi pour échanger à ce sujet-là. D'ailleurs, dans les Yoga Sutra que je citais plus haut, dès le premier verset de cette deuxième partie, Patanjali nomme 3 modalités par rapport à la pratique. Un effort soutenu, une conscience intérieure de soi et l'acceptation de ce qui est. Donc, un effort soutenu, la discipline, la conscience qu'il va y avoir des résistances, mais que c'est OK, ça fait partie de la mise en place. C'est pas quelque chose qui vient te dire que c'est pas bon ou quelque chose qui va t'empêcher d'eux. C'est quelque chose qui fait partie d'eux. Une conscience intérieure de toi, c'est cette conscience et cette étude, par exemple, des textes si tu es sur un chemin de yoga qui vont te donner des clés pour le voir venir et ajuster et faire ce qui est nécessaire quand ça se présente. Et l'acceptation de ce qui est, c'est de se dire, tiens, à cet instant, c'est comme ça. C'est aussi parfois l'acceptation de ce qui est dans ce sutra, on va le traduire par la dévotion à ce qui est plus grand que nous. Donc, vois ce qui fonctionne pour toi. Mais dans tous les cas, c'est de se dire à un moment, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? C'est tout. Ça veut pas dire que tu acceptes ce qui est bon bah tant pis, je suis dans mon canapé, c'est trop tard. Non. Tiens, au lieu d'aller pratiquer, je suis dans mon canapé. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me relève pour aller pratiquer? Est-ce que j'y reste? Est-ce que je l'ai fait consciemment ou inconsciemment? Tiens, est-ce que la prochaine fois, je pourrais essayer de le faire consciemment au moins pour l'apprécier? Voilà, c'est toutes des questions qu'on peut se poser. Donc si tu veux aller plus loin, encore une fois, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit, il est en description. Donc les qualités nécessaires pour maintenir une sadhana ou une pratique personnelle, pour moi, il y en a 8. Il y en a 3. Et ensuite, il va y avoir 8 conseils. Donc, il y a 3 qualités vraiment qui vont aussi soutenir cette mise en place qu'on a vue au début un petit peu et qui vont t'aider dans les écueils. La première, c'est de t'autoriser à avoir ces temps de pratique personnelle. Tu les renommes comme tu veux. Si c'est le fait de nommer pratique personnelle qui fait qu'il y a un frein, nomme-les peut-être, je sais pas, expertise de ma technique. Nomme-les différemment, mets-les dans ton agenda comme un rendez-vous si jamais ça t'aide. Moi, personnellement, ça ne m'aide pas forcément. Par contre, je sais que ce qui m'aide, c'est de me repenser à ce qui se passe quand je ne pratique pas. Et là, tout de suite, en général, je déroule mon tapis ou je m'assois pour respirer ou j'étudie les textes parce que je sais que si je ne le fais pas, je vais derrière en avoir des conséquences aussi. De la même manière que quand je le fais, j'ai des bénéfices. Mais quand je le fais pas aussi, il y a un écho qui se fait. Donc, autorise-toi. C'est essentiel, encore une fois aussi, si tu accompagnes, parce que si tout ce que tu crées, tout ce que tu transmets part de toi. Donc, plus tu es droite dans tes bottes, plus ce que tu vas véhiculer le sera aussi. Le deuxième point, vraiment, c'est d'accepter de faire au mieux. Parfois, ta pratique sera inexistante, c'est totalement OK. Observe aussi comment c'est quand tu n'as pas de pratique, justement. Comment ça se passe? Et ces réponses-là, elles vont venir soutenir les raisons pour lesquelles tu as une sadhana. Et si tu te dis ça change rien, bah, est-ce que tu changes ta pratique, justement? Est-ce que tu dis que tu changes complètement le contenu? Est-ce que tu changes la fréquence? Est-ce qu'encore une fois, tu recontactes soit les personnes avec qui tu t'es formé, soit tes guides? Voilà, vois ce qui est juste pour toi, mais observe ça aussi. Le prends pas comme un échec ou comme quelque chose. Il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec dans une pratique personnelle. Ça devrait juste être. Et tout fait partie du cheminement. Conscientise vraiment, voilà, que ce qui est OK pour toi. Et si tu sens que dans ces moments, tu as besoin, par exemple, uniquement d'une pratique posturale, c'est OK. D'accord? Moi, comme je te disais, il y a des périodes de ma vie, au tout début, je faisais que du yoga postural. Prends-en conscience, dis-toi, tiens, en ce moment, ce dont j'ai besoin dans ma pratique personnelle, c'est de faire que des asanas. C'est pas de respirer, c'est pas de chanter des mantras, c'est pas d'étudier des textes, c'est de faire des postures. Mais conscientise dans ce cas-là que tu ne fais que des postures, entre guillemets, c'est déjà génial, que tu t'offres ce temps-là en conscience d'eux, ça te fait du bien, et que le yoga, c'est pas uniquement les postures de yoga, c'est pas uniquement les asanas.
En fait, le yoga, c'est vraiment un état d'être. Et les postures du yoga, les asanas, font partie des outils qui peuvent nous amener à cet état d'être. Et voilà, c'est OK. Et observe, en fait, pendant toute cette période, si à un moment, tu ressens l'appel de méditer, tu ressens l'appel de faire des pranayamas, voilà, observe tout ça, mais accepte-le. C'est totalement OK. Et si tu te demandes comment mettre en place justement cette session-là, tu peux écouter l'épisode 4 de ce podcast qui s'intitule « 7 conseils simples pour dérouler ton tapis chez toi ». Parce que moi aussi, je suis passée par ces phases-là et donc je t'ai regroupé dans cet épisode mes 5 conseils vraiment clés et très très simples à mettre en place pour être sûr que tu déroules ton tapis régulièrement chez toi, que ce soit toutes les semaines, tous les mois, tous les jours. Voilà, n'hésite pas à écouter cet épisode et à me dire ce que tu en as pensé. Et l'autodiscipline. Alors l'autodiscipline, elle va être vraiment clé dans ta pratique personnelle, que ce soit une sadhana ou une pratique artistique ou autre. Tu ne peux pas en passer autrement. On dit souvent, cette personne est talentueuse, elle arrive à faire des choses extraordinaires, mais cette personne, souvent, a eu l'autodiscipline de travailler régulièrement, de confronter, d'expérimenter, d'aller à la rencontre d'eux, en fait. C'est pas un talent, elle est pas sortie comme ça du ventre de sa maman avec un talent inné. Il y a peut-être une base, hein. Je pense à mon oncle, par exemple, très jeune. Voilà. Et son talent a été vu dès la maternelle. Mais il a travaillé très dur derrière pour vraiment l'affiner, pour aller plus loin, pour observer tout ce qui se fait, pour pouvoir confronter les autres écoles, pour pouvoir décider ce qu'il en faisait lui aussi. Donc, il y a une part de talent, mais il y a une grosse part de travail. Il y a des livres vraiment sur le milieu artistique et créatif qui sont très intéressants sur ce point-là. Et en yoga, c'est pareil. On s'est pas réveillé un jour en se disant, tiens, aujourd'hui, je médite très facilement tous les jours. À partir d'aujourd'hui, je suis une sadhu. Non, pas du tout, en fait. Souvent, les personnes ont travaillé, elles ont dû quitter leur famille, elles ont dû confronter certaines choses, elles ont dû apprendre des techniques de méditation, des techniques d'ascèse, parfois très, très violentes, pour aller vers ce cheminement-là. Donc, l'autodiscipline va être clé. Alors, t'es en Occident, tu vas pas forcément quitter ta famille et avoir une ascèse compliquée, mais il va falloir que tu en passes par des moments où il va falloir que tu te dises « Non, je ne vais pas aller dans mon canapé, je vais pratiquer. Et je vais voir comment est ma pratique avec cette résistance. » Ou « Oui, ma com, je dois la faire. Mais en fait, si je sais que si je ne pratique pas, ça va pas être aussi bien fait que si je pratique et que relâche un petit peu mon mental. » Donc, c'est toujours faire l'arbitre entre ce qui te fait du bien et ce qui est nécessaire de faire. Et le truc, c'est que le cerveau, en fait, il va souvent, enfin, on va le voir après, mais il sait ce qui est bon pour toi, mais il va pas forcément t'aider à le faire. Il va pas forcément te pousser à le faire parce que ça chamboule son quotidien et ses habitudes, et lui veut retrouver ses habitudes. Parce que qui dit quelque chose qui est connu dit sécurité. Donc vraiment, rappelle-toi que respirer, c'est déjà une pratique. Respirer, c'est déjà une pratique en soi. Donc, pars de là. Pars de gribouiller, c'est déjà une pratique. Écrire quelques mots, c'est déjà une pratique. Lire un livre sur le sujet qui m'intéresse, c'est déjà une pratique. Vraiment, va au plus simple. Dans les moments où tu sens que l'autodiscipline pêche, fais un peu, fais. Parce que tu vas te rendre compte que tu peux le faire et donc tu vas pouvoir aller plus loin. Si à un moment où l'autodiscipline flanche, tu arrêtes, ça va être beaucoup plus dur de remonter dans le train. Tu pourras le faire. Ça va être un petit peu plus dur. Donc, reste toujours un petit peu dans le train. Peut-être change de wagon, change de place, mais reste dans le train, en tout cas. Je t'ai partagé donc ces qualités-là, mais je parle plus spontanément de ce sujet-là dans les 3 volets de l'épisode anniversaire que j'ai enregistré pour le podcast en janvier dernier, qui s'intitule « Elles m'ont interviewé », puisqu'en fait, j'ai répondu à vos questions pendant ces 3 volets-là. Et il y a notamment dans la deuxième partie, le deuxième volet de cet épisode-là, une question qui était posée clairement sur ce qu'est une sadhana pour moi, les conseils que je donne pour commencer une pratique, etc. Donc, n'hésite pas à aller voir ces épisodes « Elles m'ont interviewé » et la deuxième partie de ces épisodes. Donc maintenant que je t'ai parlé un petit peu des qualités nécessaires, des écueils, on va parler des conseils que je te donne. Donc, n'hésite pas à prendre le temps pour répondre aux questions que je te pose, pour répondre aussi aux interrogations et aux réflexions que ça soulève chez toi. Prends vraiment le temps, peut-être. Moi, j'aime bien au départ, quand je prends des notes, il y a un carnet qui est dédié aux ateliers, etc., d'écrire tout et ensuite d'y revenir et de noter en fait au fur et à mesure les mots qui me viennent, les phrases, les images, les personnes qui me viennent. Ça permet d'avoir un premier niveau qui est vraiment d'écoute et de recevoir, et ensuite un deuxième niveau de réponse. Mais vois ce qui fonctionne pour toi, toujours. Donc les conseils que je te donne, ça y est, on y arrive, il y en a 8. Le premier conseil que je te donne, c'est de t'entourer de personnes qui ont les mêmes pratiques, les mêmes hobbies que toi.
tu vas te sentir soutenu et tu vas pouvoir soutenir les autres et te rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est très puissant sur un chemin de pratique personnelle, d'être là pour les autres, aussi bien que pour soi. Il y a des personnes pour qui c'est être là pour soi qui va être plus difficile. Il y a des personnes pour qui ça va être d'être là pour les autres ou de trouver un équilibre entre les deux. Mais vraiment, trouve ton groupe de personnes qui va te motiver, avec qui tu peux parler d'objectifs, avec qui tu peux parler d'envie, de rêves et qui vont te soutenir. Tu peux écouter l'épisode que j'ai fait sur l'entourage il y a pas très longtemps. Je te le mettrai aussi dans le lien de la description, où je t'explique un petit peu tous les rouages de la relation à l'autre et combien un entourage peut être inspirant ou te plomber. Le deuxième conseil que je te donne, répète la même pratique pendant plusieurs semaines. Ça va simplifier ton organisation, ça va alléger ton mental, ça va te permettre d'observer l'évolution de ta pratique dans un cadre qui va être le même, d'observer l'évolution de ta qualité de présence, de ta technicité, au fil des semaines. Et ensuite, tu ajustes au cycle suivant. Personnellement, moi, je mets en place des cycles de 3 mois. Au début, c'était hyper confrontant et inconfortable pour moi parce que je suis quelqu'un qui aime expérimenter, tester, donc j'ai tendance à vouloir toujours faire des choses différentes. Mais je me suis rendu compte qu'en faisant toujours la même chose, je retrouvais ma créativité, ma motivation dans ce cadre. C'est-à-dire que je finissais ma pratique en me disant souvent, tiens, aujourd'hui, j'ai expérimenté ça, mais j'avais pas expérimenté ça la dernière fois. C'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, aujourd'hui, j'ai eu telle idée. Donc, mais en ayant le même cadre toujours. Parce que dans ce cadre, tu peux vraiment te voir évoluer. Si le cadre change tout le temps, tu peux pas te voir complètement évoluer. Et c'est pour ça qu'avant, je faisais toujours des sessions de yoga totalement différentes, avec une playlist unique, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, dans mes sessions de yoga, on retrouve toujours au moins 2 à 3 postures, 2 à 3 insights qui sont les mêmes d'une session à l'autre. Pourquoi? Parce que ça permet aux pratiquantes et aux pratiquants, je l'espère, de les voir évoluer dans ces postures-là. Et souvent, d'ailleurs, on me dit, tiens, c'est marrant, cette semaine, cette posture, j'ai pu la faire alors que la semaine dernière, j'y arrivais pas. Ça peut aussi être d'explorer la façon d'entrer et de sortir de la posture, qui n'est pas la même. Mais voilà, répète toujours la même pratique. Et tu vas voir que c'est un gros vecteur de stimulation et de créativité. Verbalise-le à ton entourage si et quand c'est juste pour toi. Voilà, c'est aussi un point dont je parle dans l'épisode anniversaire, dans ce fameux deuxième volet, mais tu n'es pas obligé de verbaliser ta pratique personnelle à ton entourage proche. Tu peux ne la verbaliser qu'à des gens qui peuvent la comprendre, qui peuvent te soutenir, qui t'accompagnent, et avec qui tu peux questionner aussi, parce que c'est important de questionner sa pratique personnelle, surtout dans la spiritualité. Mais si tu sens que ton entourage va pas forcément accueillir ou autre, n'hésite pas à prendre ton temps pour le faire. Tu n'es pas obligé de verbaliser en fait à ton entourage que tu fais tout de suite. Demande-toi pourquoi tu veux aller dans cette lignée, dans cette pratique, dans cette sadhana. Quand tu vas clarifier ton pourquoi je veux faire une pratique personnelle, ça va te motiver. Ça va vraiment te donner une clé, un levier pour avancer là-dessus. Commence petit à petit, puis vois s'il y a des moments où tu peux étirer la durée. Donc, si tu sais que tu as une semaine complètement chargée, peut-être que ta pratique personnelle, comme je le conseillais à cette personne pendant le séminaire, c'est 10 minutes par jour, pas plus. Peut-être que ta pratique personnelle, c'est 1 heure par semaine parce que tu sais qu'à tel moment, le samedi matin, t'es tranquille chez toi. Peut-être que ta pratique personnelle, c'est 2 fois dans la semaine. Pareil, à des moments, tu sais que c'est tranquille. Mais commence petit. Et petit à petit, tu auras la motivation pour étirer. Si tu te dis tout de suite, comme j'avais fait, 1h30 par jour, etc., c'est trop. Tu peux pas bouleverser ton quotidien, ta semaine, comme ça. Surtout si t'as une famille, si t'as des engagements, si t'es, comme moi, entrepreneur. C'est-à-dire que ta boîte ne roule que quand tu bosses. 1h30 par jour, c'est énorme. Donc vraiment, prends le temps. Commence par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et l'avantage, c'est qu'en méditation, en pranayama, en étude de texte, en créativité, tu peux faire plein de choses en 15 minutes. Investir raisonnablement au départ. Donc j'ai un peu abordé ce point-là en amont, mais mon premier tapis, donc c'est le tapis bas de gamme. J'ai fini avec quelque chose qui était beaucoup plus haut de gamme il y a 13 ans, qui me tient encore aujourd'hui. J'ai pas besoin de racheter de tapis. Mais t'as pas besoin de tout acheter tout de suite. Tu peux très bien te décider là à dire que tu fais avec ce que t'as. Il y a des personnes qui me disent, Anne-Gaëlle, je peux pas pratiquer le yin yoga chez moi, j'ai pas de bolster. Si tu as un canapé avec un gros coussin de dossier, si tu as un édredon, si tu as un coussin de grossesse, tu peux pratiquer le yoga et le yin yoga. Si tu n'en as pas, tu as 2 coussins chez toi, je suis sûre, tu les empiles, tu peux pratiquer le yin yoga. Et du coup, tu ajustes ta posture à ce que tu as comme support. Tu laisses le corps te montrer la posture. Peut-être tu mets une chaise devant toi à la place du bolster si tu n'as pas de bolster. C'est totalement OK. On peut toujours trouver un moyen.
Donc, hésite vraiment pas à explorer, à être raisonnable au départ, à pas forcément investir et en prenant tout le matériel idéal. Moi, j'ai acheté mon premier bloc, je crois que ça faisait déjà 4 ou 5 ans que je pratiquais. J'ai fait que avec un tapis de yoga pendant les 5 premières années à peu près, j'ai fait que avec le tapis de yoga. Fais-toi confiance, c'est mon autre conseil. Si tu sauras toujours ce qui est juste pour toi si tu t'écoutes en conscience. Fais-toi confiance. Tu sauras si la pratique personnelle est adaptée à ce que tu as besoin. Tu sauras si c'est OK pour toi. Tu sauras si le rythme te correspond pas et surtout, tu sauras ajuster. Fais-toi confiance. Et si tu as un doute, fais-toi accompagner et discute-en aussi avec tes collègues autour de toi. Le dernier conseil que je voudrais te donner et qui fait suite vraiment au précédent, c'est questionne les transmissions que tu reçois. Toujours les techniques, les chemins spirituels, les concepts. Sois vraiment une exploratrice dans ta pratique. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que tu reçois ces séquences, ces informations dans la joie ou avec un doute? Explore ce doute, si c'est le cas, parce qu'il va te donner plein de réponses et préciser vraiment ta pratique personnelle. Donc voilà, c'est vraiment mes 8 conseils. Entoure-toi des bonnes personnes, ce qu'on appelle une sangha dans la pratique yogique. Répète la même pratique pendant un cycle. Moi, mon cycle, c'est 3 mois. En fait, au bout de 3 mois, j'ajuste. Mais maintenant, je fais 3 mois. Verbalise-le à ton entourage si et quand c'est juste pour toi. Demande-toi pourquoi tu veux pratiquer et faire cette pratique personnelle et note-le. N'hésite pas à faire des post-it que tu mets dans des endroits où tu les vois. Commence petit en termes de durée, mais aussi en termes de matériel. Sois raisonnable, fais-toi confiance et surtout questionne ce que tu reçois. Alors, ces conseils sont totalement alignés avec l'intention que Coralie et moi avons posée pour la retraite qui est à venir. Vraiment, la retraite alchimique se déroule du 7 au 11 novembre prochain. On va ouvrir en fait un espace d'expérimentation pour toi, des espaces de rien, des ateliers, des pratiques pour te nourrir. Et en fait, les sessions du matin, toutes les sessions du matin vont se répéter, être la même pendant 4 jours en yoga et en do-in pour que tu puisses les refaire chez toi pendant tout l'hiver, parce qu'elles vont vraiment être faites sur mesure pour cette saison et pour te soutenir pendant cette saison. Et ces 2 pratiques vont se suivre, ça va être 2 fois une demi-heure, yoga puis do-in, et tu pourras du coup les faire l'une ou l'autre ou les 2 en même temps quand tu auras le temps. Bref, c'est vraiment le fil rouge qu'on s'est donné avec Coralie, c'est vous ouvrir des espaces de rien avant de rentrer dans l'hiver pour t'écouter, pour de la douceur, et c'est aussi derrière vous donner des clés pour faire perdurer cette douceur pendant l'hiver. Donc n'hésite pas à nous rejoindre et surtout n'hésite pas à me contacter directement pour bénéficier du tarif super avantageux qu'on a mis en place pour la dernière chambre double si vous venez en duo. En conclusion, rappelle-toi que tu pratiques avant tout pour les autres, pour le monde dans lequel tu vis. Confronter tes masses, faire bouger tes limitations, acquérir une nouvelle compétence, tout ça, tu en as les bénéfices au passage, mais c'est pour changer les choses autour de toi par ricochet que je t'invite vraiment à mettre en place une pratique personnelle. Tout part de toi, mais tout va à toi également. On est tous connectés, on est tous en contact continuellement. Donc, si tu changes quelque chose, ça peut avoir un impact à l'extérieur. Et si ce qui bouge à l'extérieur aussi te permet d'ajuster ta pratique personnelle, c'est vraiment super. Une pratique qui booste l'ego n'est pas une sadhana. C'est ce qui différencie pour moi le développement personnel d'un chemin spirituel. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu es encore là, c'est que tu avais besoin d'éléments pour consolider ou mettre en place ta pratique personnelle. J'espère vraiment que c'est chose faite. N'hésite pas à me le dire en MP ou sur le réel Instagram qui va être dédié à cet épisode. N'hésite pas à laisser aussi un pouce sur YouTube ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Cette notation, en fait, permet à l'algorithme de savoir que tu apprécies le podcast et de me permettre d'être beaucoup plus visible à des personnes qui seront intéressées par les sujets que j'aborde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.